30 ans. On dit que c'est l'âge de la maturité, que c'est l'âge des premiers bilans, 40 ans. C'est l'âge de ce territoire et des institutions qui la composent. Parmi elles, l'Ordre des avocats de la Seine-Saint-Denis, dont l'histoire est intimement liée à celle de ce département. La loi de 64 a procédé à une refonte des structures départementales en substituant aux deux départements de la Seine et de la Seine-et-Oise 7 nouveaux départements. Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val d'Oise, Yvelines. Il s'agit de faire une synthèse. Faire une synthèse parce qu'il n'était plus possible d'administrer Paris comme je l'ai connu dans mon enfance, c'est-à-dire avec deux préfets, un préfet à Paris et sur la Seine, un préfet à Versailles pour toute la Seine-et-Oise, c'est-à-dire pour toute la ceinture de Paris, administrant des millions et des millions de Parisiennes et de Parisiens. C'était impossible. Il fallait créer une région parisienne tout à fait différente. C'est ce que nous avons fait. En 1972, le tribunal de grande instance de Bobigny a acquis la plénitude de compétences. Il ressemblait à tout autre tribunal de grande instance de province, par exemple. L'objectif est clair. Il s'agit d'aboutir le plus vite possible à faire des départements périphériques de Paris des départements à part entière, dotés des mêmes institutions judiciaires que les autres départements français. Et que, par voie de conséquence, est posée la question de créer ou pas un barreau qui soit rattaché directement à ce nouveau tribunal. Nouveau tribunal, nouveau barreau. Et donc le barreau, il va résulter des deux. La Seine d'un côté et la Seine-et-Oise de l'autre. Donc des avocats du barreau de Pontoise, qui étaient alors au barreau de Pontoise, et puis des avocats du barreau de Paris, mais qui exerçaient à Montreuil, à Pantin, etc., etc. Et au total, il y avait ainsi 27 cabinets. Donc il y a eu une réunion des 27, 24 des cabinets concernés se sont prononcés pour la constitution du barreau de la Seine-Saint-Denis. La plupart de ceux qui ont opté à l'époque faisaient quand même un pari sur le développement de la Seine-Saint-Denis. Nouveau tribunal, nouveau barreau. C'est aussi les débuts d'un territoire qui n'a pas fini de faire parler de lui et qui, tout au long de son histoire, se retrouvera en permanence sous les caméras et sous les projecteurs. Dans ces années 60, donc, on a ce paysage très contrasté où l'industrie a une place très importante. Mais dès cette période-là, en fait, et même quelques années auparavant, on est déjà dans un objectif de ce qu'on appelle de décentralisation industrielle. C'est par exemple l'installation de Citroën à Aulnay. À cela, il faut ajouter une autre dimension, qui est un essoufflement industriel. De grosses entreprises qui marquent très fortement le territoire par des emprises parfois énormes, disparaissent en quelques années à peine, des friches industrielles dont on ne sait plus que faire. Dans ces années-là, la Seine-Saint-Denis, ça a été la construction des grands ensembles. Ce qui va donner la première population de la Seine-Saint-Denis, composée à la fois des habitants pavillonnaires, et puis s'y ajoute une population, mais qui est à ce moment-là d'origine française, ou en tout cas européenne, venant de Paris et s'installant dans les HLM. C'est le premier mouvement, et lorsque le département se crée, il va compter environ 1 200 000 habitants. Progressivement, ces familles installées dans les cités vont se déplacer, s'implanter dans les zones pavillonnaires. Mais dans les quartiers de cité, les besoins ne disparaissent pas, au contraire, parce qu'arrive une population, alors là, d'origine étrangère. Donc il y a des difficultés économiques, mais il y a aussi et sociales, bien sûr, mais il y a aussi un vrai dynamisme qui est lié aussi à cette diversité de la population, à cette dimension département-monde. Une population diversifiée s'installe, venue pour se loger, venue pour travailler, parmi eux quelques jeunes avocats, certains nés en Seine-Saint-Denis, d'autres quittant la capitale, avec pour objectif commun d'apporter le droit dans la cité. Une vie professionnelle et une vie civile
sans 06, sans fax, sans GPS, sans email, sans ordinateur. Bobigny desservi uniquement par la route, pas de tramway, pas de métro, pas d'autoroute. À cette époque-là, le tribunal est installé dans des bâtiments préfabriqués, provisoires, tellement provisoires qu'ils existent encore aujourd'hui, qu'ils abritent encore aujourd'hui des services départementaux. Dès qu'il pleut, la pluie qui martèle le toit fait que personne n'entend absolument rien de ce qui est dit. Et dès qu'un train passe, même chose. Et quand les deux passent en même temps, le train et la pluie, à ce moment-là, on part dans des approximations juridiques et judiciaires. J'ai connu les baraquements, j'ai connu la gadoue l'hiver dans laquelle on pataugeait, parce qu'on allait d'un endroit à un autre dans le palais, et dans le palais qui était constitué de baraquements, justement. Et puis on se trimballait avec les dossiers, et puis ça tombait, c'était des trucs épouvantables. Les juges, il en était de même pour les juges, enfin pour les magistrats, pour les greffiers, tout le personnel, si je puis dire. Justice était confrontée à la même difficulté. L'attirail du jeune avocat à cette époque-là, honnêtement, avant le code civil et le code pénal, c'est un parapluie, des bottes en caoutchouc et un plan de banlieue. Et je pense que c'est cela qui est à l'origine de l'esprit ici, de l'esprit balbinien. Dans l'histoire du barreau de la Seine-Saint-Denis, il y a une constance, c'est l'attachement des autorités ordinales et des avocats individuellement à ce que ces besoins de droit-là, et particulièrement ceux liés à la défense, soient le mieux possible et le plus possible dans un mécanisme de progression. 27 avocats pour plus d'1 million d'habitants. Le problème semblait évident. Cependant, la solution est considérée encore aujourd'hui comme l'un des éléments clés qui freina l'expansion du barreau, la multipostulation. Il y avait une guerre aussi. Il y a eu jusqu'en 1984 une véritable guerre entre le barreau de la Seine-Saint-Denis et le barreau de Paris qui tournait autour de ce qu'on a appelé la multipostulation. Les avocats des nouveaux barreaux et les avocats de Paris pouvaient indifféremment représenter des habitants de ces départements devant les tribunaux de grande instance de ces mêmes départements. Ce provisoire a duré, a été prorogé et finalement a été pérennisé. En 1984 probablement, puisque c'est sous le gouvernement Fabius. Cela veut dire que les barreaux périphériques définitivement ont été privés des ressources que pouvaient constituer pour tous les autres barreaux de France, et qu'elles constituent encore pour tous les autres barreaux de France, le monopole de la postulation locale. Maintenant, aujourd'hui en 2013, je crois que la postulation elle-même, c'est-à-dire ce monopole local qu'ont les barreaux de pouvoir représenter les clients auprès du tribunal de grande instance, est quelque chose qui ne durera pas aussi longtemps que les impôts. L'audience est publique, laissez-nous rentrer, l'audience. Si vous voulez, l'affaire la plus marquante, elle a été juste avant la création du barreau. Et elle a été conduite par une avocate parisienne bien connue, Gisèle Halimi, et ça a été l'affaire de la jeune Marie-Claire qui a avorté et qui a été poursuivie pour avortement. Et Marie-Claire a été acquittée ? Marie-Claire a été acquittée car on estime qu'elle n'avait pas délibérément choisi de commettre ce délit alors qu'elle l'a reconnu. Mais pour le barreau de Bobigny, dont une des caractéristiques est d'avoir toujours compté beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes, c'est une affaire qui est restée emblématique. Malgré les difficultés, le barreau tint bon. Et l'esprit balbinien devint rapidement synonyme d'esprit progressiste, de lutte, de combat et d'avocats militants pour améliorer l'accès au droit. Ça, c'est l'histoire de la profession d'avocat. De savoir qu'il y a une situation qui paraît absolument bloquée, qui n'évoluera jamais, que le droit c'est comme ça et que si on n'a pas fait ça, eh bien on encourt une sanction. Oui, on le sait tout le temps qu'il y a un texte et que le texte il dit ça. Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que ce texte-là il dit ça, mais cette interprétation-là, à force de la faire évoluer, comme a fait un Badinter pour arriver un jour à ce que les gens se disent que finalement l'abolition de la peine de mort, ça paraissait une chose normale. C'est un avocat qui l'a fait ce travail-là.
La Seine-Saint-Denis est quand même un département où il y a massivement des situations qui existent partout. Mais le problème, c'est que c'est massif, obligeant chacun à devoir être au top niveau et à améliorer au maximum ses prestations, puis surtout être en innovation. Et ce sont nos innovations qui sont souvent devenues la loi nationale. Ces préoccupations se sont marquées dans la création du barreau de la Seine-Saint-Denis, parce qu'on n'a jamais voulu faire un barreau au rabais au service exclusif des pauvres et de l'aide juridictionnelle. On a voulu être un barreau qui en même temps parlait haut et fort, posait des problèmes d'avant-garde. Et je crois que ça a donné un esprit solidaire dans le barreau, au-delà des divergences politiques. Unis dans la lutte, conscients des difficultés du territoire, les avocats durent se montrer solidaires. Cette confraternité, alliée à une vision commune de la profession, les poussa plus d'une fois à se mobiliser et à donner de la voix, notamment sur le sujet de l'aide juridictionnelle. Avant, il existait l'assistance judiciaire. La loi de 91 a réformé pour devenir l'aide juridictionnelle. Mais on est passé d'une très très faible indemnisation, voire pas d'indemnisation du tout, à une indemnisation qui est insuffisante, puisqu'on n'aboutit même pas à une rémunération normale. C'est vrai que les gens ne sont pas satisfaits, mais ils ne sont pas satisfaits du service, et nous aussi. Et si on s'est embarqué dans cette opération, c'est justement pour améliorer la qualité du service et pour permettre justement aux justiciables d'avoir accès aux droits. Donc c'est sa lutte autant que la nôtre. À l'appui de leurs revendications, les avocats invoquent le risque d'une justice à deux vitesses, avec des commissions d'office que l'on bâcle parce qu'elles ne rapportent pas d'argent. En attendant, les dossiers d'aide judiciaire s'entassent et les procès sont renvoyés. Les états généraux de l'aide légale qui se tiendront demain ici à Bobigny. Pour moi, c'est quelque chose qui est, que nous devons assurer, parce que ça fait partie de notre charge, mais nous devons l'assurer sans pour autant en faire une activité à titre principal. Il y a, en tout cas en Seine-Saint-Denis, environ 70-75% de justiciables éligibles à l'aide juridictionnelle. Et c'est pour cela que le barreau de la Seine-Saint-Denis a toujours été en pointe sur la revendication du doublement du budget de l'aide juridictionnelle. C'est la politique des petits pas. C'est un combat de tous les instants. C'est la seule profession en France qui assure un service public sur ses propres deniers, puisque les budgets de l'aide juridictionnelle sont insuffisants. Lorsque les moyens manquent, il faut penser, il faut créer, innover. Et les innovations du barreau furent parfois reprises par d'autres, jusqu'à être appliquées sur le territoire national, comme ce fut le cas pour la défense pénale d'urgence. Au début des années 90, la profession, d'ailleurs, comme en 2000, a mené, les avocats ont mené un vaste combat, une vaste lutte revendicative. Et le retentissement de cette mobilisation a été tel que véritablement le jour de la réforme est arrivé, c'est-à-dire que les chancelleries ont ouvert la porte à des négociations. Et c'était le grand bain d'un seul coup, je recevais le ministre, les bâtonniers de grand nombre de barreaux de France étaient venus pour assister à cette réception. Et ce garde des Sceaux nous dit, voyons, vous voulez plus de moyens, je n'en ai pas. On peut. Dites-nous qui vous voulez défendre. Faites un choix. Voulez-vous défendre, avoir plus de moyens pour défendre les mineurs, pour défendre les femmes, pour défendre les étrangers? Faites un choix. Vous n'aurez pas tout. Et nous lui avons répondu, mais nous voulons tout. Alors, nous n'avons pas eu tout. Et donc, on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on a appelé hier, la coordination pénale, qui était une manière, comment dire, de prise en charge collective d'une défense qui reste individuelle. Je dois dire qu'aujourd'hui, ce qui pour moi était une expérience que nous tentions en 1991, et bien aujourd'hui, elle a perduré, elle s'est institutionnalisée, bien sûr elle a évolué, mais elle a fait avancer les droits de la défense. Et donc aujourd'hui, on constate une évolution parce que la procédure et les matières pénales ont évolué. Je n'ai pas le dogme de la comparution immédiate, mais qui est un impact lié à la nécessité d'engager
toutes les réponses pénales adaptées et un certain nombre de réponses pénales rapides devant le tribunal correctionnel paraissent adaptées, avec cette réserve bien sûr que la personne ne peut être jugée immédiatement qu'avec son accord et l'accord de son avocat. Et donc notre travail, c'est d'aider au mieux les intérêts du justiciable qui comparaît quand même dans un état, on va dire, de stress qui est quand même non négligeable, puisqu'il faut savoir qu'il a fait 24 heures à minima de garde à vue. Alors même si l'avocat aujourd'hui intervient dans le cadre de la garde à vue, c'est manifestement pas encore suffisant. Il faut que la défense soit en adéquation avec les besoins de cette réponse pénale rapide. Donc on a ce souci de surcharge en matière de comparution immédiate assez régulièrement. C'est vrai que le parquet essaie de diminuer ce volume en dispatchant les procédures vers d'autres procédures qui ne sont pas nécessairement des procédures d'urgence. Et je pense qu'en 40 ans c'est une histoire jeune, mais c'est aussi une histoire qui a beaucoup de corps, il a fallu que le barreau, les différents bâtonniers et le parquet et les différents procureurs collaborent d'une manière très confiante, très dense et très loyale pour mettre en adéquation la défense d'urgence avec les nécessités de l'action publique d'urgence aussi. Et plus je grandis, et devrais-je dire plus je vieillis, plus je me rends compte que en fait, le tribunal de Bobigny fonctionne parce qu'on est tous des gens de très bonne volonté. C'est-à-dire qu'on fonctionne avec des manques de greffiers, du manque de personnel, du manque de magistrats qui ne sont pas remplacés. Et pour autant, ça fonctionne parce qu'on fait tout, chacun de notre côté, pour essayer de faire en sorte que la justice, elle passe et qu'elle passe bien. L'avocat n'est qu'un homme qui peut parfois se sentir désemparé. Le territoire concentre les problèmes et le droit ne peut pas tout résoudre. Certaines populations sont plus fragiles que d'autres. Ainsi, s'organise-t-on pour les défendre, pour partager une jurisprudence. C'est ainsi que naissent les commissions. Nous, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir de commission de famille alors qu'on a un contentieux qui est extrêmement... On a 11 magistrats de la famille. Paris en a 17. Donc Paris, c'est la première juridiction de France, nous on est la deuxième. Une première partie du travail, c'est celui-là, restaurer une relation et essayer d'organiser le mieux possible la relation pour la bonne conduite de la justice. Et ça, c'est quelque chose que nous avions mis en place dans le courant de l'année 2008 en invitant les autres commissions des autres barreaux d'Île-de-France, notamment des 13 barreaux importants d'Île-de-France, à se rencontrer, à travailler ensemble, et que plus nous étions nombreux